Ça ne vous aura sans doute pas échappé, mais chaque année, des tempêtes, ouragans, typhons et cyclones sont désignés par un nom commun. Katrina, Lothar ou encore Irma, ces noms vous disent sans doute quelque chose. Mais depuis quand donne-t-on un nom aux tempêtes et cyclones? Et surtout pourquoi? Vous allez voir que si la réponse pourrait paraître simple, j'étais surpris de voir à quel point on dispose d'assez peu de documentation sur le sujet. Et très franchement, j'ai mis le nez dans un sacré bordel. Avant de commencer, je vais faire un petit point lexique sur les mots que je vais utiliser. Vous allez voir que je vais utiliser des termes comme cyclone, ouragan ou typhon. Mais dites-vous bien que ces trois termes désignent exactement la même chose. La seule différence entre ces trois phénomènes météorologiques, c'est le lieu où ils naissent. Un ouragan naît dans le Pacifique Est et l'Atlantique Ouest, un typhon dans le Pacifique Ouest et le cyclone à peu près partout ailleurs. C'est pourquoi si je parle d'un cyclone en particulier, selon le lieu où il est né, je l'appellerai ouragan, typhon ou cyclone, mais le terme générique que j'utiliserai pour désigner les trois phénomènes, c'est le terme cyclone. Les premières traces de noms donnés à des tempêtes ou des cyclones tropicaux remontent à 2 siècles en arrière dans les îles Caraïbes. À l'époque, le choix du nom était fait arbitrairement pour garder une trace des tempêtes particulièrement virulentes. On les baptisait alors d'après un fait marquant, comme le cyclone Anthier, qui détruisit le mât d'un bateau du même nom, ou encore d'après le nom du saint patron du jour issu du calendrier de l'église catholique. Par exemple, le cyclone du 13 septembre 1928 fut baptisé San Felipe, tout comme son prédécesseur, qui frappa Porto Rico à la même date, 52 ans plus tôt, en 1876. Le problème avec les cyclones, c'est qu'ils frappent rarement à un seul endroit. Ils se déplacent. À l'époque où les systèmes de communication étaient sous-développés, on pouvait alors se retrouver avec des noms différents d'une région à l'autre. Certains cyclones portent alors le nom d'endroits qu'ils ont ravagés, comme l'ouragan de Galveston, Galveston étant une ville côtière du Texas. Pendant un temps, on a aussi utilisé un système latitude-longitude correspondant aux coordonnées de l'endroit où le cyclone a touché terre. Au début des années 1900, Clement Lindley Vrage, un météorologue australien, a l'idée de nommer les cyclones d'après le nom de politiciens qu'il aime pas trop ou de divinités polynésiennes. Ainsi fut nommé Mahina, l'un des plus puissants cyclones ayant jamais frappé l'Australie, nommé d'après la déesse polynésienne du même nom. Dans les années qui suivirent, le besoin de nommer les cyclones avec des noms propres est lié au développement de la météorologie moderne. Ce besoin se fait notamment ressentir avec l'essor des télécommunications, puisque lors des bulletins météorologiques, il faut pouvoir distinguer un cyclone qui est situé d'un autre à plusieurs kilomètres. D'expérience, on s'aperçoit que le choix d'un nom court facilite la compréhension lors des télécommunications. De plus, donner un nom à un cyclone permet de marquer les esprits et de l'identifier dans le temps. Cela devient d'autant plus important pendant la Seconde Guerre mondiale. Après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, les Américains sont fortement mobilisés sur le front Pacifique. Cette période verra alors apparaître l'utilisation de prénoms féminins, notamment des prénoms de personnes de l'entourage des météorologues militaires. À partir de 1947, l'armée des États-Unis expérimente un nouveau fonctionnement. Nommer les cyclones et ouragans d'après les lettres de l'alphabet radio. Cette méthode présente au moins l'avantage de classer chronologiquement les cyclones, puisque le premier devra s'appeler Able, le second Baker, etc. Mais finalement, en 1953, la stratégie de nommage des cyclones revient à l'utilisation de prénoms féminins, mais en conservant la logique de suite chronologique. Ainsi naissent les prémices de l'organisation actuelle, avec Alice et Barbara, les deux premiers cyclones de l'année 1953. En 1979, nouveau changement. Les années 70 sont marquées par l'arrivée de mouvements féministes tels que le Women's Lib. Nommer les cyclones et ouragans d'après des noms de femmes uniquement est considéré comme injuste, voire dégradant, du fait des nombreux dégâts occasionnés par celles-ci. Il a alors décidé d'établir 6 listes, une pour chaque année cyclonique. Cette liste contient tour à tour des prénoms masculins et des prénoms féminins. Ainsi, les années paires, le premier cyclone est masculin, tandis que les années impaires, il est féminin. Les cyclones Anna et Bob ouvrent le bal de cette nouvelle ère. Mais qui décide d'établir ces listes? Chaque année, les organes régionaux des bassins océaniques où naissent les cyclones établissent une liste de noms pour les cyclones qui les concernent. Ces comités sont au nombre de 5, vous allez voir que le fonctionnement est assez stylé. En fait, on a un comité pour chaque bassin océanique. Par exemple, on a le comité des typhons, qui est composé de 13 membres en Asie plus les États-Unis, le comité des cyclones du sud-ouest de l'océan Indien, composé de 15 membres dont la France via la Réunion,
le comité des cyclones du sud-est de l'océan Indien, composé de 19 membres, le comité des cyclones du nord de l'océan Indien, composé de 13 membres, dont l'Inde, et le comité des ouragans, composé de 27 membres. La raison de ce système est assez simple. En impliquant les régions impactées par les cyclones dans le choix des noms de ces cyclones, on s'assure que les noms choisis seront compris par les populations locales. Pour chaque liste, chaque pays membre du comité est libre de proposer un nom. Par exemple, Issa, suggéré par le Kenya dans la liste Indien Sud-Ouest, ou encore Usagi, proposé par le Japon. Une fois que les listes sont établies par les différents bassins, elles sont soumises à validation par l'OMM, donc Organisation Météorologique Mondiale. Mais est-ce que le nombre de cyclones peut excéder le nombre de noms prévus dans la liste? Alors oui, c'est très rare, mais ça arrive. Cette année, le nombre d'ouragans nommés dans le bassin Atlantique Nord égale l'année 2005 avec 27 ouragans. Dans cette situation, les lettres de l'alphabet latin sont dépassées. On choisit donc de nommer les cyclones d'après les lettres de l'alphabet grec. C'est ainsi que l'ouragan Zeta débarque sur les côtes du Mexique en cette fin d'octobre 2020. Et voilà comment sont nommés les cyclones. Mais voilà, en France, à part dans les dom-toms, des cyclones, on n'en voit pas beaucoup. Ce qu'on voit le plus, nous, c'est plutôt des tempêtes hivernales. Et comme vous le savez peut-être, elles aussi ont des noms. En Europe, c'est d'abord l'Institut météorologique de Berlin qui se charge de nommer les dépressions et les anticyclones depuis 1954. En 2004, les étudiants de l'université ont lancé l'opération Adopte un vortex, qui vous permet de suggérer un nom que vous souhaitez donner à un anticyclone ou à une dépression. Alors ça coûte relativement cher, aux alentours de 350 €, mais en contrepartie, vous recevez un certificat et une carte météo et le suivi de ce à quoi vous avez donné le nom. Avant 2017, c'est également l'université de Berlin qui nommait les tempêtes qui touchaient la France. Par exemple, le nom de la tempête Xynthia avait été choisi par un utilisateur du service Adopte un vortex. Mais depuis, Météo France et les services météo du Portugal et de l'Espagne nomment conjointement les tempêtes qui les touchent. En revanche, si la tempête touche en premier les côtes du Royaume-Uni, les services météo de ce pays choisiront le nom à donner à la tempête. Une chose que partage la nomenclature des cyclones avec celle de nos tempêtes hivernales, c'est la manière dont un nom peut disparaître d'une liste. En effet, lorsque les effets d'une tempête sont dévastateurs et qu'elle cause la mort de très nombreuses personnes, l'OMM peut estimer que redonner ce nom est inapproprié. On change alors le nom en question et on le remplace par un autre. Ce fut le cas avec l'ouragan Katrina en 2005, le typhon Mangkhut en 2018 ou encore l'ouragan Irma en 2017. Nous verrons ces tempêtes qui ont laissé leur nom dans l'histoire au cours de prochaines Disastories. Voilà, j'espère que désormais la manière dont on nomme les tempêtes vous a paru un peu plus claire. Honnêtement, je trouve que le système de nomination n'est pas forcément le système le plus simple, mais en même temps, quand on y pense, c'est le jeu quand on touche à des phénomènes qui sont d'ampleur internationale. Faut pouvoir contenter tout le monde. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager ou la commenter, ça m'aide beaucoup pour faire connaître ma chaîne. Je travaille actuellement sur d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, ciao!